Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez incroyable de courage et de conspiration. C'est le combat d'une femme seule contre un système entier, bien décidé à la détruire. La question qu'on se pose, c'est comment Comment une religieuse a priori respectée de tous pour son travail caritatif a pu finir enfermée dans un asile de fous? Alors, plongeons-nous dans l'histoire bien réelle de sœur Catherine Fil-Jung et des ennemis puissants qui ont tout fait pour anéantir l'œuvre de sa vie. Tout commence en 1892. L'orphelinat de sœur Catherine devient la cible d'un complot. Un complot vraiment vicieux mais qui se cache au départ derrière de fausses bonnes intentions. Alors, qui sont les acteurs de ce drame ? Eh bien, on a un petit groupe de personnes très influentes, chacune avec ses propres motivations, qui vont s'allier contre elle. D'abord, le curé du coin, Monsieur Hermaille, qui lui gardait une vieille rancune. Ensuite, une certaine Madame de N, qui était littéralement obsédée par l'idée que sœur Catherine voulait lui voler l'héritage de sa mère. Et avec ces deux-là, ça n'a pas été bien compliqué de convaincre le procureur et le préfet de se joindre à la manœuvre. Et les accusations, elles sont d'une brutalité sans nom et surtout sans aucun fondement. On répand des mensonges terribles sur elle, sur sa personnalité, sur ses intentions. Le portrait qu'on dresse d'elle, c'est celui d'une manipulatrice, d'une escroc qui profiterait de la faiblesse d'une vieille dame pour mettre la main sur sa fortune. Ce qui est vraiment frappant, c'est la violence des mots utilisés. Ce ne sont pas de simples rumeurs de village. Non, ça vient de personnalités qui ont une autorité. Un prêtre et un procureur la qualifient officiellement de fille publique et de canaille. La campagne de dénigrement est en marche et elle est officielle, implacable. Une fois ce portrait mensonger bien installé dans les esprits, ses ennemis passent à l'action. Et ils vont agir avec une rapidité foudroyante pour la faire taire. Le piège se referme en 8 jours à peine. C'est hallucinant. Le 5 novembre, elle reçoit un ultimatum financier complètement impossible à respecter. Et puis, pile le jour de l'échéance, le 13, hop, convocation d'urgence à la sous-préfecture. Elle n'a eu absolument aucun temps pour se défendre, ni même pour comprendre ce qui lui arrivait. Et là, à la sous-préfecture, c'est d'une cruauté, mais d'une cruauté totalement calculée. On ne lui pose aucune question. Rien. On lui annonce juste qu'elle va être internée. Point. Et comme elle est sous le choc, le sous-préfet la menace. Si elle résiste, elle sera bâillonnée et menottée. C'était clair, soit la soumission, soit la violence. Et donc son internement commence. Et c'est là que sa volonté, sa force de caractère va être mise à l'épreuve la plus dure qui soit. À l'asile, la pression continue. Parce que ces persécuteurs, ils ont deux objectifs bien clairs en tête. Premièrement, la briser mentalement. Et deuxièmement, s'emparer de son orphelinat. Et c'est le directeur de l'asile lui-même, un certain docteur Dietmar, qui va s'en charger. Il va la harceler sans arrêt pour qu'elle abandonne tout à l'évêché, qui bien sûr était dans le coup avec le préfet. Ce qu'on lui demande, c'est une reddition totale. Donner sa fortune, son orphelinat, sa personne, tout à l'évêque, sans condition. Mais elle, même privée de tout, même prisonnière, elle refuse. Sa réponse est sans appel. Elle préfère voir ses enfants dispersés plutôt que de trahir la mission qui lui a été confiée. Alors comme la pression psychologique ne marche pas, ils vont passer à la vitesse supérieure. Le tourment physique, le tourment émotionnel. Le préfet ordonne son transfert. On la sort de l'aile des pensionnaires, où c'était encore à peu près correct, pour la jeter dans la section la plus misérable, la plus sordide de l'hôpital. Et là, ce sont ses propres mots qui décrivent le mieux l'horreur de la situation. Elle est placée au milieu de malades contagieuses, dans une puanteur constante, dormant à peine et souffrant de la faim. Le but était simple, la détruire physiquement pour qu'elle finisse par craquer. Et alors que tout semble vraiment perdu, une nouvelle personne entre en scène, et elle va complètement renverser la situation. C'est sa sœur, Madame Weber. Elle va prendre une initiative incroyable, à la fois courageuse et très intelligente. Elle comprend que, localement, tout le monde est corrompu. Alors que fait-elle ? Elle décide de court-circuiter tout le système et de s'adresser directement au plus haut personnage de la région, le représentant de l'empereur. Et c'est là le moment clé, c'est là que tout bascule. Un seul entretien, une seule personne honnête qui écoute la vérité et des mois de complot s'effondrent. Le prince de Hohenlohe, qui ignorait toute cette affaire, est complètement abasourdi. Il envoie un télégramme à Metz, découvre toute la machination et ordonne la libération immédiate de sœur Catherine. Sa libération, c'est le début de la fin pour ses ennemis. Mais la guerre n'est pas tout à fait finie. Il reste une dernière bataille à mener, celle pour sauver l'orphelinat. Et juste après sa libération, le destin met sur sa route un allié de poids, un soutien inattendu et crucial, le professeur Fischer, un chirurgien très réputé. En fait, elle avait emmené une de ses orphelines se faire opérer, elle lui a raconté son histoire et il a été profondément touché. Et Fischer, il va mettre en place une stratégie absolument brillante. En devenant le directeur officiel, il rend l'établissement intouchable par les autorités locales.
La clinique gratuite prouve son utilité publique et les rapports mensuels détaillés envoyés à la sous-préfecture empêchent toute nouvelle fausse accusation. Et ce bouclier se révèle incroyablement efficace. Parce que le préfet, lui, n'a pas lâché l'affaire. Il va essayer, non pas une, mais 2 fois de plus, de faire fermer cet orphelinat. Et à chaque fois, il va se heurter au mur bâti par le professeur Fischer. Il va échouer. Finalement, le coup de grâce. Le professeur Fischer réussit à convaincre le préfet Hammerstein, son principal persécuteur, de venir visiter l'orphelinat. En voyant l'œuvre de ses propres yeux, le préfet comprend enfin l'énormité de son erreur. Et il va l'avouer, directement à sœur Catherine. En lui serrant la main, il lui dit son profond regret. L'histoire de sœur Catherine nous montre ce qu'est la vraie résilience, une conviction personnelle en acier trempé, amplifiée par le courage d'alliés qui osent dire la vérité au pouvoir. Et son histoire nous laisse avec une question assez troublante. Combien de complots semblables, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une voix aussi courageuse pour les dénoncer, réussissent en silence, dans l'ombre? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire assez incroyable. C'est une histoire de résilience. Oui, tout à fait. On va parler de sœur Catherine Filjong, tirée d'une biographie de 1928. Une mystique lorraine, fondatrice d'un orphelinat. C'est ça, l'orphelinat de Béding. Et on va se baser sur un chapitre bien précis, le 14e. Exactement. Un chapitre qui détaille une période vraiment sombre, la persécution administrative qu'elle a subie. Oui, parce qu'après avoir échappé aux tribunaux, si j'ai bien compris... C'est ça. Ses adversaires ont trouvé une autre arme, l'accusation de folie. Et ça a mené à son internement en asile. Incroyable. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment elle a traversé cette épreuve face à l'hostilité de religieux, d'administratifs. Et même d'anciennes bienfaitrices. Tout ça en luttant pour sa liberté et pour la survie de son œuvre, de son orphelinat. C'est vraiment une histoire de résilience face à l'adversité. Alors, on commence par quoi? Comment tout ça démarre? Eh bien, ça commence de façon assez presque banale. Après un hiver à Paris, sœur Catherine revient à Biding. D'accord. Et là, elle héberge une parente âgée de la comtesse de Bi, une ancienne bienfaitrice. Sauf que cette dame tombe très malade. Ah, et c'est là que les ennuis commencent. Exactement. C'est là qu'intervient le curé de Biding, monsieur Hermet. Officiellement, il vient par charité, pour voir la malade. Mhm. Mais en réalité, il écrit en secret à la fille de la malade, une certaine Madame de Haine, qui est à Paris. Et il lui dit quoi? Il la mondre contre Catherine. Le discours classique. Votre mère est sous l'influence d'une intrigante, elle en veut à l'héritage. Le coup de la captation d'héritage, quoi. C'est ça. Isoler la personne, la dépeindre comme dangereuse. C'est une tactique. Et ça marche? Oh que oui, ça prend très vite. Madame de Haine reçoit des télégrammes alarmants, contradictoires. On lui demande même l'acte de décès de sa mère, Alors qu'elle est vivante. alors qu'elle est vivante. Ah. Du coup, Madame de Haine, elle est furieuse. Elle débarque en Lorraine, Et là, elle est déjà complètement remontée, j'imagine. complètement, influencée par Hermeil, mais aussi par un autre curé qui traite Catherine de fille publique, C'est violent comme terme. très violent. Et par le procureur Wilson aussi, qui la qualifie de canaille. Donc, Madame de Haine, elle interpelle Catherine très violemment à la gare de Saint-Avold. Directement, en public. Oui, oui. Accusation d'escroquerie, de captation d'héritage, Catherine est anéantie forcément. J'imagine le choc. Comment elle réagit? Eh bien, elle se défend. Et elle réagit vite, elle fait venir 3 médecins différents. Ah oui. Et les 3, ils attestent par écrit, la baronne, sa mère, est parfaitement saine d'esprit. Aucun doute là-dessus. Mais, Elle est intransportable. Son état est trop fragile. Essayer de la déplacer, ce serait risquer sa vie. d'accord. Donc, armée de ces certificats. Elle refuse poliment mais fermement que Madame de Haine emmène sa mère. D'ailleurs, la malade elle-même, elle refuse de partir de Biding. Et il y a des témoins? Oui, une proche, Clotilde Maillère, témoigne aussi par écrit. Elle atteste que les soins de Catherine sont totalement désintéressés. Donc, logiquement, l'affaire devrait se calmer, non? Avec des preuves médicales, des témoignages. Eh ben non, Madame de Haine, elle ne désarme pas. Au contraire, elle passe à l'étape suivante. C'est-à-dire? Porte pas de plainte. À Sarreguemines, à Paris, et elle va même jusqu'à accuser Catherine d'espionnage. D'espionnage. Carrément. Ça devient délirant. C'est une escalade, oui. Pendant ce temps, le curé Hermeil, lui, il mobilise tous les ennemis de Catherine. Et il y en a, notamment autour d'une certaine mademoiselle Chalmar. Et le procureur Wilson, Lui, il fait une visite à Biding, très mielleux, faussement conciliant, mais Catherine sent le piège. elle se méfie. Oui. Et au moment où il part, elle refuse de lui serrer la main. Un geste fort.
Symbolique. C'est incroyable cette convergence d'attaques, à la fois personnelle et puis légale, administrative. Tout à fait. Et puis, la rumeur commence à circuler. Relayée par la presse locale, par le curé lui-même, Quelle rumeur! on chercherait à la faire interdire. C'est le terme de l'époque pour dire la déclarer légalement incapable. Ah oui, la mettre sous tutelle en quelque sorte. Mais sur quelle base? C'est là que ça devient vraiment machiavélique. Elle ne sait pas encore tout ce qui se trame en haut lieu. C'est-à-dire, Et qui est impliqué? selon la biographie, le complot implique le parquet, la préfecture, et des noms importants sont cités. Le président de Lorraine, le baron Hammerstein, qui était connu pour être hostile à l'œuvre de Biding, c'est ça? Exactement. Et même le ministre d'État à Berlin, M. de Puttkamer. L'idée, c'est de ressortir une vieille histoire, Laquelle? une mention de folie mystique dans un jugement précédent. Ils veulent utiliser ça pour la faire passer pour irresponsable, dangereuse même. Et pour couronner le tout, il y a aussi des problèmes d'argent, non? Oui, la pression financière s'ajoute. Une ancienne bienfaitrice, la marquise de V, réclame soudainement une grosse somme, 13 000 francs. Une somme qu'elle lui avait donnée. C'était un don, selon Catherine, pas un prêt. Et, curieusement, l'agent qui représente la marquise... Laissez-moi deviner, c'est le même que celui de Madame Denay. Exactement. Coïncidence? Peu probable. Et d'autres créances apparaissent en même temps. Catherine se retrouve isolée, sans argent, Paris lui est fermé. On voit bien la stratégie d'étouffement, là, c'est terrible. L'étau se resserre de partout, judiciaire, administratif, financier. Et le coup de grâce, il arrive le 13 novembre. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Elle est convoquée à la sous-préfecture de Forbach, sous un faux prétexte. C'est le Kreisdirektor, le sous-préfet de l'époque, en Alsace-Lorraine, annexé, qui la reçoit. Et là? Et là, elle est arrêtée, brutalement. Le Kreisdirektor lui annonce son internement immédiat, à l'asile d'aliénés de Sarreguemines. Mais sans jugement, sans examen médical? Sans rien de tout ça. C'est une décision administrative. Il la menace même physiquement si elle résiste. Mon Dieu, c'est d'une violence inouïe. Elle réagit comment, elle? Elle est en état de choc. Elle se laisse emmener sans dire un mot. Et une fois à l'asile? Sa première lettre, écrite le lendemain, est surprenante. En surface, elle est calme. Elle se compare au Christ. Elle trouve même un certain réconfort dans sa cellule. C'est étonnant. Mais en dessous, on sent l'angoisse terrible pour ces orphelins. « Qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» écrit-elle. Et elle contacte immédiatement un avocat, maître Angel Horn. Mais pendant qu'elle est enfermée, ses ennemis ne s'arrêtent pas, j'imagine. Non, la machine continue. Presque tout de suite, elle apprend la saisie. La marquise de V fait saisir les lits des enfants, le bétail, les meubles de l'orphelinat. Mais c'est horrible! Une vente est annoncée. Puis, une deuxième saisie arrive peu après. L'objectif est clair, anéantir son œuvre pendant qu'elle ne peut rien faire. C'est une destruction méthodique. Et sur le plan légal, cet internement, il tient comment? Justement, il est très fragile. Fait administrativement, sans examen médical préalable. On l'a qualifié de nuisible à l'humanité. C'est le terme utilisé. C'est ahurissant. Le procureur Wilson, lui-même, il n'a pas l'air très sûr d'obtenir un certificat de folie du docteur Dietmar, le directeur de l'asile de Sarreguemines. Ah, le médecin de l'asile n'est pas forcément dans le coup. Pas au début, semble-t-il. Du coup, Wilson demande son transfert à Stephansfeld, près de Strasbourg, pour qu'elle soit expertisée par d'autres médecins. Et l'avocat, maître Angel Horn, il fait quoi? Il contre-attaque. Il lance une bataille juridique. Il arrive à bloquer le transfert à Stephansfeld. C'est déjà une petite victoire. Oui, mais il n'obtient pas sa libération. Le tribunal de Sarreguemines refuse, le 24 décembre. Juste avant Noël. Quel Noël terrible ça a dû être pour elle. En effet. Ensuite, il fait appel à la cour de Colmar. Mais en janvier 1893, la cour confirme le refus de libération. Et pourquoi? Quels sont les arguments? C'est très révélateur. La cour dit qu'il faut plus de temps pour vérifier si ces extases sont nuisibles à l'humanité. C'est fou comme argument. Complètement. Et surtout, la cour fait un lien direct entre sa libération et l'abandon de la direction de son orphelinat. Comment ça? En gros, ils disent, comme les prêtres locaux sont hostiles et que l'administration ne veut pas gérer ce conflit, eh bien, si vous voulez sortir, vous devez renoncer à diriger Biding. C'est du chantage pur et simple. C'est une pression énorme, oui. Et c'est là qu'on voit le rôle du docteur Dietmar, le directeur de l'asile, changer. Ah, comment ça? Au début, il était décrit comme plutôt bienveillant, mais passif. Et là, il commence à faire pression sur Catherine. Pour qu'elle cède? Oui, pour qu'elle cède l'orphelinat à l'évêque. Selon Catherine, il se met à correspondre avec le curé armé.
L'influence semble jouer. Et Catherine, elle accepte. Pas du tout. Elle en refuse catégoriquement. Pour elle, les dons qu'elle a reçus pour l'orphelinat, c'est un dépôt sacré. Elle n'a pas le droit d'en disposer comme ça. Elle tient bon. Elle tient bon. Et elle décrit aussi comment ces conditions de détention se durcissent. Isolement, fenêtres barricadées, plus d'objets religieux, accès très limité à la chapelle. Ils essayent de la briser psychologiquement, c'est clair. C'est ça. Dietmar l'accuse de rébellion contre l'évêque. Elle lui répond qu'elle est laïque, qu'elle ne lui doit pas cette obéissance-là. Elle a raison sur ce point. Face à l'ultimatum de Dietmar, céder l'orphelinat où l'évêque prendra tout, elle a cette réponse incroyable. Je laisserai plutôt partir mes enfants. Quelle détermination! C'est impressionnant. Oui. Mais la pression administrative ne s'arrête pas. On lui refuse une contre-expertise par le docteur Fürstener, un médecin pourtant réputé. Il contrôle tout. Et début février, nouvelle sommation via Dietmar, venant cette fois directement du préfet Hammerstein. Céder l'orphelinat, sinon on le ferme. L'administration ne veut plus d'elle à sa tête. Là, elle a dû être ébranlée quand même. Oui, elle l'est. Elle envisage même un compromis. Mais elle apprend assez vite que la menace de fermeture immédiate, c'était du bluff. Ah! Alors sa détermination revient. Elle dit « mais il ne l'aura pas ». Et elle redemande sa libération ou son transfert pour expertise. C'est un véritable bras de fer psychologique. Un jeu terrible, oui. Mi-février, nouveau coup dur, elle reçoit l'assignation en justice de la marquise de V pour la dette. Et ça réjouit ses ennemis, j'imagine. Ah oui, la nouvelle circule avec joie à l'asile parmi ceux qui lui sont hostiles. Elle confronte Dietmar sur ses retards, ses manœuvres pour la garder là. Et Dietmar? Fin février, voyant qu'elle ne plie pas, il change de stratégie. Il lui promet d'intervenir auprès du préfet pour sa libération. Est-ce qu'il le fait? Il essaye peut-être, mais ses démarches sont bloquées plus haut, par l'administration supérieure, sans doute Hammerstein. Incroyable. Et le transfert à Steffensfeld alors? La justice l'avait autorisé, non? Oui, fin mars, la cour de Colmar autorise enfin le transfert pour expertise. Mais là, coup de théâtre, le préfet Hammerstein refuse d'obéir à la décision de justice. Il peut faire ça? Refuser une décision de cour? Apparemment oui. Il veut la garder sous sa coupe, à Sarreguemines. C'est une démonstration de force. Mais pendant ce temps, il se passe quelque chose d'important pour l'orphelinat, non? Oui, un problème majeur est résolu. Grâce à des amis, la dette envers la marquise de V est payée. Ah, super! L'orphelinat n'est plus menacé de faillite. Du coup, Hammerstein perd ce levier financier. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il abandonne? Pas du tout. Privé de ce moyen de pression, il passe à la vitesse supérieure. Le dimanche des Rameaux, il ordonne l'évacuation de l'orphelinat avant le 1er avril. L'évacuation? Mais les enfants? Ouais. Et en même temps, au lieu de la transférer à Steffensfeld, comme la justice l'a ordonné, il l'a fait déplacer dans une autre partie de l'asile de Sarreguemines. Où ça? Dans une salle d'hôpital sordide. Elle décrit des conditions épouvantables, enfermée avec des malades agités, parfois contagieuses. Oh non! Une hygiène déplorable. Elle parle de vraie barbarie. Elle dit qu'elle survit grâce à la nourriture que sa sœur lui apporte. C'est vraiment le point le plus bas. On se demande comment elle peut tenir. C'est désespéré comme situation. C'est là qu'intervient sa sœur, justement, Madame Weber. Voyant sa sœur dans cet état, et les enfants menacés de dispersion, elle tente le tout pour le tout. Elle fait quoi? Le 12 avril, elle réussit à obtenir une audience. Pas avec n'importe qui, avec la plus haute autorité d'Alsace-Lorraine, le Statthalter, le gouverneur impérial. Le prince de Hohenlohe? Le prince de Hohenlohe, lui-même, à Strasbourg. C'est une démarche incroyablement audacieuse pour cette femme simple, décrite comme épuisée par toute cette affaire. Et comment ça se passe, cette audience? Elle expose les faits, directement, l'injustice. Elle demande au prince si c'est normal d'enfermer quelqu'un comme ça, sans raison valable. Et Hohenlohe? Il connaissait l'affaire? Apparemment, il la découvre sous un autre jour que celui des rapports administratifs qu'il recevait. Il est impressionné par le récit de Madame Weber. Et il réagit? Oui, il lui dit que si les faits sont avérés, il agira. Et il télégraphie immédiatement à Metz. L'ordre donné. Libérer sœur Catherine. Incroyable! Un vrai coup de théâtre. Complètement. Mais Hammerstein, le préfet, n'a pas dit son dernier mot. Encore? Qu'est-ce qu'il fait? Furieux d'être désavoué par son supérieur, juste avant de devoir la libérer le 16 avril, il exécute un dernier acte de malveillance. Lequel? Il fait expulser les derniers enfants de l'orphelinat par les gendarmes. Tous, sauf les tout-petits qui ne pouvaient pas être déplacés facilement. C'est mesquin jusqu'au bout. Mais Catherine est enfin libre. Elle sort de l'asile, oui. Mais le combat n'est pas terminé. Ah bon? Pourquoi?
parce que l'ordre de dispersion des enfants n'est pas annulé. Donc, quand les enfants plus âgés reviennent spontanément à Bidding, elle doit les renvoyer. Elle n'a pas l'autorisation de les reprendre. C'est kafkaïen. Elle est libre, mais son œuvre est toujours interdite. Exactement. Pour pouvoir ouvrir légalement, elle doit retourner voir Owen Lowe. Et elle obtient une nouvelle audience. Oui, une longue audience. Le gouverneur, cette fois, lui promet justice. Il admet avoir été mal informé par le préfet. Ah, enfin. Il l'autorise verbalement à reprendre des enfants et il lui promet une autorisation écrite. Donc, l'orphelinat peut enfin revivre. Doucement, oui. Les enfants reviennent petit à petit. Mais l'autorisation écrite, elle tarde à venir. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque encore? L'argument du préfet Hammerstein fait toujours barrage. On ne peut pas confier officiellement un orphelinat à une personne qui a été jugée irresponsable, même si elle a été libérée de l'asile. C'est un cercle vicieux administratif. C'est sans fin cette histoire. Comment elle s'en sort alors? Eh bien, par une rencontre assez providentielle, presque un hasard, Racontez-nous. contre le chirurgien, un ponte de l'époque, le professeur Fischer. D'accord, et? Fischer remarque l'état d'épuisement de Catherine. Il est intrigué. Il lui pose des questions, s'intéresse à son histoire, il décide même d'aller visiter Bidding. Et il est convaincu par ce qu'il voit. Très impressionné. Par l'œuvre, par Catherine, et là, il a une idée. Une idée géniale. Laquelle? Il propose quelque chose d'inattendu. Ajouter un service médical à l'orphelinat. Des consultations, des opérations gratuites pour les pauvres de la région. Lui-même viendrait régulièrement. C'est une bonne idée, mais en quoi ça résout le problème légal? Ah, mais c'est là l'astuce. En contrepartie de ce service médical, Fischer propose de devenir officiellement le directeur responsable de l'établissement. Ah, malin. Il la couvre légalement. Exactement. Catherine accepte immédiatement, bien sûr. Fischer informe les autorités de sa prise de fonction. Et ça marche. L'administration accepte. Oui. Le service médical démarre en janvier 1894 et c'est un énorme succès. Légalement, l'œuvre est sauvée. Fischer, personnalité reconnue, en est le garant. Ouf, enfin, la fin des ennuis. Pas tout à fait. L'acharnement administratif, lui, il continue encore un peu. Non, c'est pas possible. Si. Incroyablement, en mai 1894, le préfet Hammerstein essaie encore une fois. Il ordonne de nouveau le départ des enfants. Mais c'est de l'obstination. Fischer intervient aussitôt auprès de Owen Lowe. Le gouverneur est furieux qu'on ait agi dans son dos et il annule l'ordre. Bon, cette fois, c'est la bonne. Attendez. Quelques semaines plus tard, le préfet récidive. Il trouve un autre prétexte. Mais c'est une obsession chez cet homme. Cette fois, Catherine retourne elle-même voir Owen Lowe à Strasbourg. Et là, elle tape du poing sur la table en quelque sorte. Elle refuse de partir sans l'autorisation écrite qu'il lui avait promise. Et elle l'obtient? Elle finit par l'obtenir, signée du prince lui-même. Il y a même une scène assez cocasse. Racontez. Le commissaire arrive à Bidding pour exécuter l'ordre d'expulsion. Et au même moment, le Christ Director, le sous-préfet, arrive en trombe avec un télégramme du préfet. Annulez tout. L'ordre de Owen Lowe est arrivé juste à temps. Ah, la délivrance, enfin. Après tout ce drame. Oui. Début juillet 1894, un document officiel confirme la réouverture et le fonctionnement de l'orphelinat sous la direction médicale du docteur Fischer. Le préfet est désarmé légalement. Et moralement. Il continue son hostilité. Fischer va s'occuper du désarmement moral, comme le dit la biographie. Il adopte une tactique très habile. C'est-à-dire? Il envoie chaque mois des rapports très détaillés sur l'activité de l'œuvre, le succès du service médical, etc., directement à la préfecture. Il les inonde de preuves positives. Malin. Pour montrer que tout fonctionne parfaitement. Voilà. Et le coup final, c'est une confrontation directe. En octobre 1894, Fischer rencontre Hammerstein. Le préfet se plaint encore d'avoir une mauvaise opinion de Bidding. Et Fischer lui répond quoi? Il lui sort la pile de lettres de dénonciation qu'il a reçues et lui montre d'où elles viennent principalement. Du curé Hermé. Ah, il met le préfet face à la source de ces informations biaisées. Exactement. Peu de temps après, Hammerstein se décide enfin à visiter Bidding lui-même. Et là, Et là, comme d'autres avant lui, le contact direct avec la réalité le convainc. Il voit l'œuvre, il voit les enfants, il parle à Catherine. et il change d'avis? Oui, il reconnaît son erreur. Il exprime même ses regrets à Catherine en lui serrant la main. La paix administrative est enfin là, après presque 2 ans de lutte acharnée. Quelle histoire. C'est fou. Alors, si on essaye de résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, la brutalité de la persécution. Un internement arbitraire, des pressions psychologiques intenses, financières,
administratives, venues de partout, y compris du clergé local. Une vraie machine à broyer. Oui, c'est terrifiant de voir comment des institutions peuvent être utilisées comme ça. Mais on retient aussi, et c'est peut-être le plus marquant, la résilience absolument extraordinaire de Catherine. Sa foi inébranlable, son refus total de céder son œuvre qu'elle voit comme un dépôt sacré, même dans les pires moments. C'est une force de caractère incroyable face à une telle adversité institutionnelle. Tout à fait. Et puis, il y a l'importance des alliés, ceux qui surgissent au bon moment, parfois de façon inattendue. Comme sa sœur, Madame Weber, qui ose aller voir le gouverneur. Exactement. Ou le docteur Fischer, avec son idée créative qui, non seulement sauve l'œuvre légalement, mais la transforme et assure sa pérennité. Et même le gouverneur Hohenlohe, finalement, qui a su écouter au-delà des rapports administratifs biaisés. Oui. Ça montre aussi comment des petites inimitiés personnelles, comme celle du curé Hermaïs au départ, peuvent enclencher des mécanismes institutionnels dévastateurs. Mais ça montre aussi que ces mécanismes ne sont pas toujours tout-puissants, que l'action individuelle, le courage, peuvent encore faire une différence. C'est ça. Ça interroge sur la fragilité des institutions face aux manipulations, mais aussi sur leur capacité à être parfois corrigées par des individus intègres ou courageux à différents niveaux. Oui, ça laisse vraiment songeur. Et puis, il y a cette question plus large qui résonne encore aujourd'hui, je trouve. C'est l'utilisation de l'étiquette de folie, d'instabilité mentale. Comment elle peut être utilisée, parfois de manière très cynique, comme une arme, pour discréditer, pour neutraliser des personnes dont les idées ou l'action dérangent un certain ordre établi. C'est une réflexion qui dépasse largement le cas de Sœur Catherine, effectivement. C'est une histoire riche en enseignements. Merci beaucoup de nous avoir guidés dans cette exploration intense. Merci à vous. C'était passionnant de replonger dans ce récit.